radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde. La culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos de dernière minute sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs sur tous vos écrans. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde. La culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos de dernière minute sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs sur tous vos écrans. Compte rendu de la 67e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 14 novembre 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 67e réunion ordinaire du Conseil des ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. Et 5. Enfin, examen et adoption de textes. Bien avant de livrer sa communication aux membres du Conseil, le président de la République a tenu à féliciter chaleureusement nos 11 nationales pour la belle performance de la soirée d'hier au Maroc avec la victoire sur le Cameroun qui nous donne des perspectives pour les prochains matchs dans le cadre de la qualification de la Coupe du Monde. Il a appelé toute la nation à se mobiliser et à apporter les soutiens souhaités à nos 11 nationaux qui portent le couleur de la République démocratique du Congo en vue d'une qualification au mondial qui s'annonce. Revenons sur sa communication. Le président de la République est revenu sur sa participation à la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région de Grand Lac tenue le 30 octobre 2025 à Paris. Cette rencontre déterminante a permis de remettre la crise dramatique dans l'est de notre pays au cœur de priorités internationales et de mobiliser d'importantes ressources pour répondre à l'urgence humanitaire. Grâce à l'action résolue menée par la délégation congolaise, nos partenaires ont annoncé une enveloppe globale de 1,5 milliard d'euros destinée en priorité aux populations du Nord et du Sud Kivu. Parmi ces contributions majeures figurent celles des États-Unis d'Amérique avec 129 millions de dollars, 129 millions d'euros pour l'Union européenne ainsi que les engagements renouvelés de plusieurs autres pays, notamment la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, le Canada ou le Japon. Les institutions financières internationales et les agences du système des Nations Unies ont également confirmé leur appui dans ces contextes de souffrance extrême. L'une des décisions importantes prises à Paris concerne entre autres la réouverture partielle de l'aéroport de Goma pour uniquement des vols humanitaires de jour d'ici la fin de cette année. Cette mesure est cruciale pour briser l'isolement des populations, permettre l'accès des humanitaires et accélérer l'acheminement des secours. À cet égard, le président de la République a enjoint les membres du gouvernement concernés, sous la coordination de la Première ministre, à se mobiliser sans délai, notamment le ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, qui doit veiller à la gestion rigoureuse des financements mobilisés et à leur orientation rapide vers les besoins prioritaires.
La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ainsi que le ministre de l'Intégration régionale ont été chargés de poursuivre les échanges avec les États partenaires et les organisations internationales afin de finaliser les modalités pratiques des engagements pris à Paris et d'assurer les suivis diplomatiques requis. La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, est appelée à préparer, en collaboration avec les partenaires, un plan d'intervention d'urgence destiné à renforcer l'assistance aux populations déplacées. Concernant spécifiquement la réouverture humanitaire de l'aéroport de Goma, le président de la République a formellement instruit les vice-premiers ministres de l'Intérieur et du Transport, ainsi que celui de la Défense, de travailler de manière conjointe afin de créer les conditions sécuritaires et logistiques nécessaires. Cette coordination devra intégrer les recommandations du CICR, notamment en matière de protection des aéronefs, des circulations des humanitaires et des garanties de sécurité. Un rapport d'étape est attendu régulièrement par l'entreprise de la Première ministre sur l'état d'avancement des actions envisagées. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur le respect des règles environnementales par les exploitants miniers, industriels et autres opérant en République démocratique du Congo. Le président de la République suit avec une très grande préoccupation la situation consécutive au grave manquement aux obligations environnementales de la société Congo Dongfang Mining qui a entraîné les déversements massifs d'effluents toxiques dans l'écosystème local. Cet incident a causé d'importants préjudices humains, matériels et environnementaux, notamment la pollution des eaux et des sols, la destruction de la faune et de la flore, la contamination de l'espace vital, affectant profondément la vie quotidienne des habitants du quartier Kassapa dans la commune annexe. Les images et rapports préliminaires témoignent de l'ampleur des dégâts et de la détresse de populations touchées. Le président de la République a condamné avec la plus grande fermeté ces agissements irresponsables, en totale violation de la législation nationale sur la protection de l'environnement et des normes régissant l'activité minière dans notre pays. Il a salué les mesures conservatoires immédiates prises par le ministère de Mines à la suite de missions tant du gouvernement que de la présidence dépêchée sur place. Il a également exigé que les responsabilités soient pleinement établies, que les auteurs répondent de leurs actes et que la réparation intégrale des dommages causés aux populations soit assurée sans délai. Le président de la République en a appelé à la vigilance de tous les opérateurs miniers, industriels et établissements assimilés opérant sur le territoire national. Le respect de règles environnementales n'est ni négociable ni accessoire. Il constitue une obligation légale, réglementaire et morale, inscrite au cœur de la vision nationale d'un développement durable, responsable et respectueux de communautés locales, a-t-il précisé. À cet effet, la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, ainsi que les ministres de Mines ont été instruits de renforcer la surveillance, la coordination et la rigueur des services techniques placés sous leur autorité afin de prévenir toute récidive de telles catastrophes et de garantir la sécurité des populations ainsi que la préservation de notre patrimoine naturel. Une analyse approfondie des effets de cette catastrophe doit être rapidement produite afin d'apprécier avec précision l'ampleur des dommages subis par la population. Au-delà du simple constat, cette étude devra formuler des pistes de solutions concrètes et durables en faveur de populations touchées. Un rapport détaillé sur la mise en œuvre de la présente instruction est attendu dans un délai de 15 jours. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la problématique de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Le président de la République est à nouveau revenu sur l'impérieuse nécessité de renforcer les mesures d'assainissement dans la ville de Kinshasa. Pour une énième fois, il s'est vu dans l'obligation du revenir tant que la situation actuelle demeure non seulement préoccupante, mais atteint désormais un niveau profondément alarmant, voire catastrophique.
Les amas d'immondices qui jonchent nos avenues, les marchés insalubres, les caniveaux obstrués et les déchets plastiques qui envahissent nos cours d'eau traduisent un manque de suivi manifeste dans la gestion de la salubrité publique. Les conséquences sont multiples et graves, notamment la pollution de l'environnement, encore la propagation des maladies hydriques. Face à cette situation qui ternit gravement l'image de notre capitale, qui met en péril la santé de nos concitoyens et compromet le fonctionnement harmonieux de la cité, le président de la République convoquera sous peu une réunion d'urgence qui réunira l'ensemble des acteurs concernés, tant au niveau du gouvernement central qu'au niveau du gouvernement provincial, ainsi que les services techniques intervenants, afin de valuer sans complaisance l'exécution de mesures déjà instruites et sur cette épineuse question et d'arrêter les cas échéants des décisions immédiates et contraignantes. Il a prévenu que toute défaillance avérée fera l'objet des sanctions exemplaires sans aucune forme d'indulgence et qu'il n'est plus question de tolérer la négligence, l'inaction, encore moins la complicité dans un domaine aussi essentiel que celui de la salubrité publique. Et à lui de préciser, chacun devra assumer pleinement ses responsabilités, car la protection de la population, la dignité de notre capitale et le respect des instructions données ne sauraient souffrir d'aucune déviation. Le droit de nos concitoyens à vivre dans un environnement sain constitue un impératif constitutionnel auquel nul ne peut se soustraire. Le président de la République entend veiller personnellement à ce que ceci soit pleinement respecté, car il en va de la responsabilité de l'État d'assurer un cadre de vie digne et sécurisé pour tous. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la persistance de la déstabilisation des institutions provinciales. Le président de la République a exprimé avec la plus grande fermeté sa profonde préoccupation face à la recrudescence d'actes de déstabilisation observés au sein de plusieurs institutions provinciales de notre pays. Ces tensions, matérialisées par des motions souvent intempestives et infondées contre le gouvernement ou les assemblées provinciales, compromettent gravement la stabilité de nos entités territoriales. Au cours de sa communication à la 44e réunion du Conseil des ministres, le président de la République avait appelé à l'adoption de mesures concrètes pour contenir ces crises récurrentes. Il a salué à cet égard les efforts du gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dont l'action a notamment permis la signature d'un acte d'engagement par les présidents des assemblées provinciales, les membres de leurs bureaux respectifs, ainsi que les gouverneurs de province instituant un moratoire sur les motions de défiance visant les exécutifs provinciaux. Cependant, malgré ces avancées, la situation continue de se détériorer dans plusieurs provinces. Cette dérive est inacceptable car elle sape le fonctionnement régulier de l'État et menace les aspirations légitimes de nos populations à la paix et au développement. Des informations concordantes lui parvenues font état des manœuvres de déstabilisation orchestrées depuis Kinshasa par certains leaders politiques ou autorités morales qui manipulent les élus provinciaux pour satisfaire des intérêts partisans contre les développements de la République démocratique du Congo. Le président de la République a affirmé avec gravité que cela doit cesser immédiatement. La République ne peut tolérer que des ambitions personnelles ou des calculs politiciens prennent en otage la gouvernance provinciale et au-delà le pays. Les institutions provinciales ne doivent plus être instrumentalisées comme espace de marchandage ou de pression entre acteurs politiques. En conséquence, il a chargé les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, ainsi que les services d'intelligence habiletés de renforcer les mécanismes de suivi, d'alerte et de prévention afin de détecter et de neutraliser toute tentative d'ingérence ou de manipulation, et ceci sans museler tout droit ou expression démocratique. Les présidents de partis politiques et regroupements politiques ont été chargés de rappeler à l'ordre leurs membres impliqués dans ces pratiques et à veiller à une stricte discipline interne. Le président de la République a demandé aux élus provinciaux de se conformer rigoureusement à la Constitution
aux lois de la République et à l'acte d'engagement qu'ils ont librement signé. Enfin, il a mis en garde tous ceux qui s'adonneraient à l'organisation, au financement ou à l'incitation à la déstabilisation des institutions. Des mesures exemplaires seront prises à leur encontre, conformément aux lois de la République. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue quant à elle sur une question cruciale, notamment celle du recensement. À propos, elle a présidé les jeudis derniers la réunion de la Commission nationale du recensement, conformément aux orientations du président de la République visant l'accélération d'un deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Cette réunion, la première depuis 2013, a permis de relancer les pilotages politiques du processus et de renforcer la coordination interinstitutionnelle. 3 points étaient à l'ordre du jour de la réunion, notamment l'état de lieu du RGPH2, la validation de la feuille de route ainsi que les options de financement. L'état des lieux du RGPH2 révèle que le processus évolue actuellement dans sa phase préparatoire, dont les réalisations majeures sont notamment la production de 84% des aires de dénombrement provisoires, la cartographie pilote menée dans 3 sites et la disponibilité des outils techniques et des applications de collecte. Concernant la feuille de route 2025-2027, les besoins financiers ont été évalués à près de 188,47 millions de dollars. Son exécution nécessite environ 30 mois. Outre les partenaires techniques et financiers dont la BAD et la Banque mondiale, sous la coordination de l'UNFPA, ont réaffirmé leur disponibilité d'accompagner ces processus, comme son pilotage a été remis sur la table par la première ministre chef du gouvernement. À l'issue de ces échanges, des instructions ont été données, notamment au vice-premier ministre, ministre de la Défense, d'organiser, en accord avec le ministre d'État, ministre du Plan, une réunion sur les aspects sécuritaires liés à ces processus de recensement, aux experts du ministère du Plan, l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, ainsi que ceux de la Santé, de tenir rapidement une réunion pour mutualiser les ressources matérielles. Au ministre d'État, ministre du Plan, de lui transmettre pour cette fin de semaine les budgets détaillés des besoins urgents pour décembre 2025, janvier 2026, afin d'orienter efficacement la réunion d'arbitrage des dépenses prioritaires d'ici la fin de l'année avec les budgets et les finances. Sur un autre chapitre, la première ministre chef du gouvernement a abordé la question relative à la reconnaissance du génocide congolais par les structures africaines. À ces propos, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, accompagnée de la société civile africaine réunie au sein du Forum des ONG, a adopté à l'issue de sa 85e session 2 résolutions affirmant la reconnaissance et la condamnation ferme des violations graves et massives des droits de l'homme et des peuples commises en République démocratique du Congo. Au cours de cette même session, et s'appuyant sur les rapports du projet Mapping notamment, ainsi que sur divers autres rapports d'experts des Nations Unies, la Commission et les forums ont adopté séparément des résolutions condamnant de manière claire et sans équivoque les crimes internationaux, y compris les génocides perpétrés en République démocratique du Congo. Cette reconnaissance du génocide commis en RDC par la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple est, après la reconnaissance de notre Parlement, une étape dans les processus du génocide, dans les processus de reconnaissance du génocide au niveau international. La première ministre a félicité dans ces cadres le ministre des Droits humains ainsi que l'ensemble des équipes de la Commission internationale d'aide aux victimes et d'appui aux réformes CIAVAR et du Fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité pour leur engagement résolu dans la mise en œuvre de l'orientation stratégique du président de la République. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie globale et progressive des plaidoyers en faveur de la reconnaissance internationale du Génocast. Il est essentiel que ces messages soient diffusés auprès de toutes les couches de la population en mobilisant l'ensemble des canaux de communication disponibles, notamment par une vulgarisation constante afin d'assurer une sensibilisation large et continue, a conclu la première ministre chef du gouvernement.
Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale et celle de la nouvelle rapporteure adjointe, la liesse suite à la victoire des Léopards face au Cameroun dans les cadres de matchs de barrage pour la qualification à la Coupe du Monde, ou encore la satisfaction à la suite de l'ordonnance prise par le président de la République annulant les actes et décisions prises par la FCM 23 dans les zones occupées, indiquant ainsi la détermination du gouvernement à restaurer l'autorité de l'État. Au plan politique, il a indiqué avoir organisé le samedi dernier à Kinshasa une réunion de travail avec les chefs des regroupements et partis politiques de l'Union sacrée afin de leur rappeler leurs responsabilités dans la sensibilisation des députés provinciaux en vue de préserver la stabilité institutionnelle dans les provinces. Sur un autre chapitre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé le Conseil que l'Office national d'identification de la population est à pied d'œuvre dans les préparatifs pour débuter incessamment les opérations d'identification en recourant à la mutualisation et à la méthodologie de la stratification permettant de catégoriser pour mieux collecter les données. Il a également expliqué les stratégies et solutions mises en œuvre pour la maîtrise des effectifs de la police nationale congolaise, la résorption de la carence en armes et munitions non létales de la PNC et la lutte contre la circulation illicite des armes. En abordant les chapitres des sinistres et catastrophes, le vice-premier ministre a fait notamment le point des catastrophes observées à la suite de pluies diluviennes qui se sont abattues récemment à Kinshasa et faisant suite à l'instruction de la première ministre chef du gouvernement, il a convoqué un atelier de travail de 3 jours qui a réuni les experts de ministères sectoriels. Ces travaux ont abouti à l'élaboration du cadre opérationnel d'analyse de risques et des contingences qui constitue un dispositif anticipatif destiné à atténuer les effets prévisibles des inondations, à renforcer les capacités opérationnelles de réponse sous les leaderships de la primature et la coordination du ministère de l'Intérieur. Conformément évidemment à la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes, ces cadres prévoient également la mise en place de fonds minimums de réponse d'urgence et de résilience. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a pour sa part passé en revue la situation opérationnelle et sécuritaire sur les différents fronts dans la partie est du pays, particulièrement dans le nord Kivu, les sud Kivu et l'Ituri, tout comme dans la partie ouest précisément au niveau du triangle Congo central, ville de Kinshasa et Grand Bandundu. Au chapitre 2 relatif au point d'information, au sujet de la situation épidémiologique, les ministres de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale a brossé le tableau épidémiologique en République démocratique du Congo. Au sujet de l'épidémie à virus Ebola, il a indiqué qu'aucun nouveau cas confirmé n'a été notifié du 26 septembre au 12 novembre 2025, soit 48 jours sans notification d'un cas confirmé, et les derniers contacts sont sortis de la cohorte de suivi depuis le 17 octobre 2025. Il reste 15 jours du compte à rebours avant la déclaration officielle de la fin de l'épidémie d'Ebola si aucun cas nouveau n'est notifié. Au sujet du choléra, la tendance à la 44e semaine épidémiologique est marquée par une nouvelle diminution de cas. Au sujet du Mpox, il a été aussi noté une légère baisse du nombre de nouveaux cas. Face à ces 3 épidémies, le ministre de la Santé a rassuré que les dispositifs de riposte sont pleinement opérationnels. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a présenté au Conseil la note relative à l'organisation de conférences annuelles du service public, dont les objectifs poursuivis sont notamment la promotion de bonnes pratiques administratives, identifier et récompenser les initiatives innovantes qui améliorent la qualité des services publics, la transparence, l'efficacité et la satisfaction de citoyens, encourager l'excellence et la performance, créer une culture de la méritocratie au sein des services publics,
en instaurant un cadre formel de reconnaissance de performances exemplaires par un jury d'experts internationaux indépendants, favoriser l'échange de savoir-faire, offrir une plateforme de dialogue entre les différents acteurs de l'administration publique, les partenaires techniques et financiers ainsi que les experts en gouvernance publique, mobiliser l'innovation dans la fonction publique, mettre en avant des projets innovants capables de transformer les services publics et d'accompagner les réformes en cours dans la gestion des affaires publiques en République démocratique du Congo. L'organisation de la première édition des conférences annuelles du service public est prévue du 16 au 17 décembre 2025 à Kinshasa et portera sur le thème général « Bâtir de services publics de progrès fondés sur la compétence, l'intégrité et la digitalisation ». De manière spécifique, l'édition 2025 de conférence annuelle poursuit les objectifs ci-après, lancer et pérenniser les conférences annuelles du service public en République démocratique du Congo et en démontrer la légitimité, annoncer l'organisation de 2026 des prix du service public dans leurs différentes catégories ou encore de mobiliser les administrations et services publics en faveur de l'ambition de la modernisation et de la digitalisation. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, demeure persuadé qu'à travers cette importante initiative, la République démocratique du Congo disposera désormais d'une véritable base de données de bonnes pratiques administratives et de l'innovation du service public, devant sous-tendre nos visions sectorielles respectives, mais aussi encourager et récompenser nos administrations et services publics qui œuvrent à bâtir un État fort, uni et prospère. Pour le vice-premier ministre, la tenue de ces conférences annuelles marque un tournant essentiel dans l'accompagnement de la transformation des administrations et services publics au service de l'intérêt général et de la nation tout entière. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur de la justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a présenté au Conseil une note d'information relative à l'état des lieux de Frivao, les enjeux ainsi que les recommandations suite à la mission de travail qu'il a effectuée à Kisangani du 6 au 10 novembre dernier. Cette mission de terrain, a-t-il expliqué, a mis en évidence une attente forte et légitime d'indemnisation immédiate et la volonté de population de voir reprendre rapidement les activités du Frivao. Cependant, plusieurs obstacles compromettent cette reprise, notamment les détournements des fonds destinés aux victimes, la politisation de la structure et du processus, la pratique des rétrocommissions sur le fonds alloué, l'introduction des fausses victimes et des victimes fictives dans la base de données, la corruption et conflits ouverts entre associations des victimes. Face à cette situation, une réforme en profondeur et immédiate est impérative. Il a été présenté les propositions qui visent à restructurer, à assainir et à relancer le Frivao sur des bases saines, transparentes et axées sur sa mission première, la justice et la réparation pour les victimes. Ces mesures correctives prévoient notamment de diligenter un audit financier et organisationnel approfondi dans les plus brefs délais à confier à un cabinet d'audit international indépendant pour établir l'étendue des détournements, identifier les responsables et évaluer l'intégrité de la base de données. Restructurer la gestion, mettant en place une équipe de gestion intérimaire indépendante, composée des représentants de la société civile, du gouvernement, des représentants des associations des victimes et d'experts en gestion de projet pour superviser la période de transition et ainsi renforcer la gouvernance et les contrôles internes. Restructurer les dispositifs financiers de paiement en instituant un système de paiement direct et traçable aux victimes via des virements bancaires ou des services de mobile banking, éliminant les intermédiaires et réduisant les risques des rétrocommissions ainsi qu'en rendant obligatoire la publication trimestrielle en ligne de tous les budgets, dépenses et listes des bénéficiaires anonymisés pour respect de la vie privée, mais vérifiables par les auditeurs. Les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a souligné que les redressements
de ces fonds de réparation n'est pas seulement une question technique, c'est un impératif moral et une condition essentielle pour la cohésion nationale et la crédibilité des institutions. La mise en œuvre résolue de ces mesures démontrera la volonté inébranlable de l'État de corriger les erreurs, de sanctionner les fautes et enfin de rendre justice aux victimes, aux véritables victimes qui ont tant souffert. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur des mines. Le ministre des Mines a présenté le rapport circonstancié sur l'incident survenu dans les installations de la société Congo Dogfang International Mining CDM à Lubumbashi. En effet, les constats faits sur place traduisent des manquements graves aux normes des diligences attendues d'un opérateur minier et constituent des violations des obligations mises à la charge des CDM par les codes miniers et le décret portant règlement minier en vigueur. Expliquant les mesures prises, le ministre des Mines a évoqué notamment la suspension, conformément aux articles 565 et 570 du règlement minier, des activités minières et métallurgiques de la CDM sur les sites de Jolicite pour une durée initiale de 3 mois, renouvelable en cas de non-exécution complète de mesures correctives prescrites. La mise en place d'une commission interministérielle chargée de superviser l'exécution des mesures correctives, d'évaluer les dommages et de formuler les recommandations structurelles aux autorités compétentes. La sommation pour la société CDM de maintenir le paiement intégral des salaires de son personnel durant la période de suspension, de prendre en charge la réhabilitation de puits d'eau contaminés, des zones polluées et de financer la neutralisation chimique des effluents acides sous la supervision de services compétents, notamment la DPM et l'Agence congolaise de l'environnement. Le ministre des Mines entend veiller avec l'ensemble des services compétents à ce que les dommages constatés fassent l'objet des mesures de réparation appropriées à charge de CDM, que la reprise des activités sur le site concerné ne soit autorisée qu'après vérification complète de la conformité des installations et que le mécanisme de prévention et des contrôles soit renforcé sur les ouvrages miniers présentant de risques similaires. Note d'information relevant du secteur de l'électricité. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a présenté une note d'information à 2 volets. Le premier concernant l'urgence des travaux d'assainissement et d'amélioration de la desserte en électricité dans la ville-province de Kinshasa, exécutée par la SNEL. À ce sujet, il a indiqué que la direction de la SNEL a été instruite d'élaborer et de déployer un plan d'action d'exploitation et d'investissement dédié à l'amélioration immédiate de la desserte en énergie électrique pour les populations. Ces derniers est restructuré autour de 3 axes d'intervention majeurs conçus pour produire un impact rapide et mesurable sur l'ensemble du réseau urbain. La durée prévisionnelle de réalisation de l'ensemble du plan est estimée à 1 semestre. Dans un premier temps, il sera question de l'amélioration de la desserte dans les secteurs Est, Ouest et Nord. Ensuite interviendra l'optimisation du réseau basse tension et enfin la sécurisation des sites stratégiques. Le financement sera assuré à 50% sur fonds propres de la SNEL et les 50 autres % par le gouvernement grâce à l'appurement échelonné des créances de la SNEL et des partenaires techniques et financiers. L'exécution de ces plans d'action devrait permettre d'atteindre les objectifs opérationnels suivants. La réduction du délestage de 2 heures sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, l'élargissement de la couverture en supprimant les poches noires et en étendant les périmètres de desserte, la réduction de la dépendance des sites stratégiques aux effets de la surcharge et du délestage, l'élimination intégrale du délestage dans la commune de la Gombe constituant la zone pilote. Le ministre a sollicité l'accompagnement ferme du gouvernement pour que cette phase pilote puisse servir de modèle de réussite reproductible à l'échelle de l'ensemble du réseau national de la SNEL. Au deuxième point, l'évolution de la mise en œuvre de conditions et modalités de gestion, d'exploitation et de maintenance des infrastructures électriques financées par le gouvernement à travers l'ANSER
en perspective de la mise en service de 22 centrales et ouvrages électriques qui ont été réalisés à ce jour par le gouvernement à travers l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, le ministre de Ressources hydrauliques et électricité a informé le Conseil qu'il a institué par arrêté interministériel une commission technique chargée de définir les conditions et modalités de gestion, d'exploitation et de maintenance de ces infrastructures. Les travaux de la commission se sont tenus du 14 octobre au 4 novembre dernier dans un cadre de collaboration interinstitutionnelle et de cohérence sectorielle. Ils ont abouti à un ensemble de recommandations normatives et opérationnelles destinées à encadrer la mise en service et la gestion durable de ces ouvrages électriques publics. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Pour sa part, le ministre de l'Entrepreneuriat et Développement de petites et moyennes entreprises a informé le Conseil du décalage du 18 au 20 novembre prochain de la table ronde nationale sur l'entrepreneuriat de jeunes initiée par le président de la République dans le souci de garantir la qualité et les succès de cet événement qui va réunir plus de 800 personnes dont une bonne partie proviendra de nos provinces ainsi que de la diaspora. Note d'information relevant du secteur des affaires sociales. La ministre déléguée près le ministre des Affaires sociales en charge de personnes vivant avec handicap a informé le Conseil de la célébration de la Journée internationale de la personne handicapée édition 2025. Évoquant le contexte de cette célébration, elle a indiqué que celle de cette année marque l'aboutissement de certaines réformes engagées par le gouvernement en rapport avec l'inclusion sociale des personnes avec handicap. Il s'agit notamment de l'adoption d'un cadre légal et réglementaire approprié à la promotion des droits des PVH et de la politique et stratégie nationale du secteur des handicaps. C'est aussi une opportunité pour notre pays d'appeler toutes les parties prenantes à l'application de la déclaration d'Amman Berlin qui appelle à plus d'action et d'appui financier pour l'effectivité de l'inclusion sociale de personnes vivant avec handicap dans le monde. Elle prône la prise en compte d'au moins 15% de projets visant les personnes avec handicap par les États dans leurs efforts de développement durable. Ainsi, cette célébration s'est faite en 3 séquences. D'abord, l'organisation d'une table ronde avec les partenaires et les secteurs privés, la célébration proprement dite, ainsi que l'organisation d'un séminaire d'imprégnation de haut cadre du secrétariat général. La ministre déléguée a sollicité l'accompagnement du gouvernement pour la réussite de cette série d'activités. Au 3e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la 106e réunion ordinaire du Conseil de ministres tenue le vendredi 7 novembre 2025. Au 4e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers, 2 dossiers ont été soumis aux membres du Conseil. Le premier relevant du secteur des affaires sociales, qui a traité des questions liées à la prévention et les assurances comme outils efficaces d'atteinte stratégique des risques des catastrophes, présenté par la ministre d'État, ministre des Affaires sociales. Elle a expliqué que l'objectif du gouvernement est de doter le pays d'une capacité autonome d'intervention soutenue par des mécanismes de prévoyance financière et des instruments assurantiels adaptés au contexte congolais afin de renforcer la résilience institutionnelle et la protection durable des populations vulnérables face aux crises humanitaires récurrentes. Il s'agit aussi de renforcer les dispositifs d'autonomisation du secteur privé dans la prise en charge des sinistres résultant de leurs faits, activités et responsabilités civiles, et éviter ainsi la prise en charge de 10 sinistres par l'État. La stratégie prévoit la promotion et les renforcements de la souscription obligatoire à la police d'assurance couvrant les risques liés aux accidents majeurs et aux catastrophes anthropiques telles que prévues par la loi portant code des assurances en collaboration avec l'autorité des régulations de contrôle des assurances ARCA, l'association des sociétés d'assurance ainsi que le ministère sectoriel concerné. La ministre d'État
a sollicité du Conseil l'approbation de principes pour l'intégration du régime assurantiel dans la stratégie nationale de gestion des risques et catastrophes, l'implication de son ministère dans la campagne de promotion et d'opérationnalisation du cadre légal relatif aux assurances avec l'ensemble des ministères sectoriels et institutions concernées, ainsi que l'ouverture d'un dialogue interministériel et public-privé sous sa coordination afin de définir une feuille de route et les mécanismes de mise en œuvre de la stratégie incluant entre autres les aspects de coercition et les maillages d'interaction entre différents ministères sectoriels concernés. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Dossier relevant du secteur de l'entrepreneuriat. Les ministres de l'entrepreneuriat et développement des PME a soumis au Conseil l'examen du dossier relatif aux mesures de renforcement de la résilience des artisans victimes de l'incendie des Delvaux à Kinshasa, partant des différents éléments collectés à la faveur des recensements de ces artisans, d'abord au mois de mai 2025 par la NADEC, puis à fin octobre et début novembre 2025, il a indiqué que sur les 605 artisans menuisiers recensés, seuls 105 ont été effectivement sinistrés lors du dernier incendie. Ils vont bénéficier d'une assistance humanitaire du gouvernement et l'aménagement de leur site provisoire d'accueil sera pris en charge par son ministère. En raison du caractère urgent de l'action promise par le président de la République, le ministre de l'Entrepreneuriat et PME a souligné qu'il sera procédé à la conclusion d'un marché par entente directe avec une entreprise qui devra non seulement aménager les sites provisoires d'accueil, mais aussi construire l'incubateur moderne. La nouvelle infrastructure à ériger sur les sites devra satisfaire notamment aux critères suivants: une bâtisse R+1 ou R+2 avec un parking conséquemment aménagé au rez-de-chaussée pour ne pas gêner la circulation sur la chaussée actuelle, des espaces de coworking, des salles de formation, un atelier moderne pour la fabrication de meubles, une grande salle d'exposition et des équipements modernes. Les détenteurs de contrats, des locations et des certificats d'enregistrement qui sont déjà identifiés seront expropriés pour cause d'utilité publique par les ministères des Affaires foncières, moyennant évidemment indemnisation. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes, le ministre des Finances a soumis au Conseil 2 textes de ratification. Le premier, projet de loi autorisant ratification de l'accord de prêt du 5 novembre 2025 conclu entre la République démocratique du Congo et la Banque arabe pour les développements économiques en Afrique au titre du financement du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR pour un montant de 70 millions de dollars américains. Le deuxième projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt du 5 novembre 2025 conclu entre la République démocratique du Congo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, au titre du financement du projet d'implémentation des incubateurs des PME dans les secteurs agricoles pour un montant de 16 millions de dollars américains. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de loi. Projet de texte relevant du secteur de la santé publique, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a soumis au Conseil 2 textes, notamment le projet de décret fixant les modalités d'affiliation au régime d'assurance maladie en République démocratique du Congo et l'autre projet de décret fixant les conditions et modalités d'ouverture, de maintien, de suspension et de fermeture du droit aux prestations d'assistance médicale visant l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie obligatoire en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a précisé que ces 2 textes permettront l'affiliation progressive et obligatoire de toutes les personnes résidant à RDC au régime d'assurance maladie obligatoire, la constitution d'un registre national unique des affiliés et cotisants géré par le Fonds des solidarités de santé sous la supervision de l'autorité de régulation et de contrôle de la couverture santé universelle, le renforcement de la gouvernance et la transparence dans la gestion des ressources du système de couverture santé universelle, ainsi que l'amélioration de l'accès équitable à des soins de santé de qualité pour toutes les catégories sociales.
Après débat et délibération, ces deux projets de décret ont aussi été adoptés. Commencée à 15h36, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 19h07. Je vous remercie.